Bonsoir, prix du carburant à la pompe, les négociations se poursuivent. Vous écouterez tout à l'heure les précisions du ministre du Commerce sur ce dossier. À suivre aussi les préparatifs des élections locales dans l'arrière-pays. Les coordinateurs des antennes préfectorales sortent d'un atelier. Ils capitalisent les acquis de la présidentielle passée. Et cette bonne nouvelle, la Guinée valide son ticket de qualification en quart de finale. Le Sili local s'est imposé ce mardi face au Nigeria. Score final, 1-0. Voilà pour les titres. Bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Sport-Champ 2016, le Sili local se qualifie pour les quarts de finale. La Guinée a battu le Nigeria sur le score de 1-0, but inscrit par Ibrahima Sori Sankon. Retour sur cette qualification, sur ce but mémorable avec nos envoyés spéciaux dans les conditions du direct. Suivez. Voilà, encore les Guinéens, oh là là, mauvaise passe de Alseni à Gogo, est-ce qu'il va accélérer à Gogo, est-ce qu'il va trouver de l'appui, c'est le numéro 3, oh là là, et le but du Sili national, le premier but guinéen, Sori Sankon, marqué par Ibrahima Sori Sankon, qui va permettre à la Guinée donc de prendre le dessus pourvu que l'on s'agrippe mordicus. Et voilà le service royal de Alseni Camara à Gogo pour Daouda Camara. Daouda qui va placer, c'est une accélération à 3 et le but de Ibrahima Sori Sankon. Voilà, dans la dernière minute de cette première période, 1-0 à la fin de la partie. L'arbitre marocain siffle la fin des 90 minutes. Le Sili national, il faut le dire, s'est battu de façon héroïque. Qui pouvait croire cette équipe nigériane qui était à la tête du groupe aurait pu être tenue en échec, battue ici à Roubavu. Ils l'ont réussi, ils sont à l'arme, les Guinéens. Et nous avons mérité véritablement cette victoire. Je dis tout simplement que la Guinée est deuxième et on va jouer contre le premier du groupe ici. Ça va être le dimanche à venir à partir de... Voilà, on est deuxième parce que la Tunisie... Oui, parce que la Tunisie est première, on est deuxième, on joue contre le premier du groupe D. Et dans ce groupe-là, vous savez, il y a le Mali, la Zambie, le Zimbabwe et aidez-moi, l'Ouganda. Voilà, demain il y a Mali, Zambie, Ouganda, Zimbabwe. Pratiquement, c'était un exploit exceptionnel. Le Sili a gagné le match qu'il fallait et c'est extraordinaire. Rendez-vous le dimanche pour la prochaine sortie du Sili de Guinée. Hier, les négociations sur le prix du carburant ont été engagées à la primature. Pouvoir et syndicats se concertent. Pour l'instant, aucun accord n'a été trouvé. Les deux parties vont se rencontrer autour de la table afin de poursuivre les négociations. Je vous propose de suivre les précisions du ministre du Commerce au micro de Falilou Diallo. Au mois de février 2015, l'État a baissé les prix du carburant de 10 000 à 9 000 et puis de 9 000 à 8 000. Mais pendant cette période, le baril était à 55 $. 55 $, pas à 100 $ comme certains le disent. Donc il faut revenir sur cette précision pour dire que lorsque nous avons baissé le carburant jusqu'à 8 000, le baril était à 55 $. Aujourd'hui, vu les facteurs, je viens de citer certains facteurs, c'est-à-dire l'appréciation du dollar par rapport à d'autres monnaies, et le dollar étant la devise avec laquelle on achète le carburant, le produit fini, il va sans dire que cette appréciation de cette monnaie et d'autres facteurs jouent sur la structure du prix du litre de carburant vendu à la pompe. Aujourd'hui en Guinée, nous sommes à 8 000 francs guinéens. Et si nous faisons une comparaison des pays environnants, nous avons un prix compétitif en matière d'essence. Nous sommes moins chers que le Mali, nous sommes moins chers que le Sénégal et nous sommes moins chers aussi que la Côte d'Ivoire. Les négociations ne font que commencer et je crois que ces négociations au niveau du gouvernement sont dirigées par le ministre du Travail, de l'Emploi et celui de la fonction publique, qui sont les responsables désignés par l'État. Mais nous, en tant que techniciens du secteur,
qui réglemente les prix, nous insistons sur la prise de conscience, la volonté patriotique de tous, pour qu'on puisse faire ensemble que chacun devienne un acteur économique, pour que notre économie puisse retrouver une certaine stabilité, qu'on puisse ensemble trouver des moyens pour relever des défis post-Ebola. Et ce communiqué qui nous vient de la primature, communiqué relatif au respect des mesures de prévention en vigueur contre la maladie à virus Ebola. Le 29 décembre 2015, l'OMS a déclaré la fin de l'épidémie de la maladie à virus Ebola en Guinée. Elle a en même temps insisté sur la nécessité de renforcer la surveillance pendant une période de 90 jours. Force est de constater depuis lors la réapparition de certaines pratiques à risque, l'abandon du lavage systématique des mains dans les lieux publics et les ménages, le refus de tester les corps des défunts, la non-notification des cas de maladies fébriles. Cette situation expose hautement la population guinéenne à la résurgence de la maladie à virus Ebola, à l'instar de ce qui s'est produit dans les deux pays voisins, à savoir le Libéria et la Sierra Leone. Eu égard aux souffrances causées à notre pays durant les années 2014 et 2015 sur le double plan social, vies humaines perdues, orphelins, veuves, veufs et pèlerinages, et économique, commerce, minier, agricole, le gouvernement guinéen est déterminé à renforcer les acquis de la riposte à la maladie. Aussi, le gouvernement invite tous les citoyens au respect rigoureux des dispositions suivantes. La pratique systématique du lavage des mains avec du savon ou des produits désinfectants dans les ménages et lieux publics, la notification de tous les cas de maladies fébriles à la formation sanitaire la plus proche, le test de diagnostic Ebola à tous les corps des personnes décédées principalement dans les préfectures de la Basse-Guinée, de Zérékoré, de Macenta et de Guékédou, l'interdiction de tout transfert du corps d'une préfecture ou commune à une autre sans certificat de transfert délivré par les autorités sanitaires désignées à cet effet. Par ailleurs, le gouvernement invite les leaders religieux à exiger le certificat de non-Ebola avant la toilette funèbre. Les départements en charge santé, sécurité, défense, communication, action sociale, éducation, affaires religieuses et l'administration territoriale et la décentralisation sont invités à appliquer et faire appliquer le contenu du présent communiqué signé le Premier ministre Mamadi Oula. Le plaidoyer des médias guinéens pour la nutrition vient d'être lancé par l'AFEM, l'Alliance Femmes et Médias. C'est le point de départ d'une série de productions journalistiques. L'objectif est de promouvoir les bonnes pratiques en matière de nutrition. Makale Souma. Beaucoup de Guinéens ont des problèmes d'alimentation. Les aliments qu'ils consomment quotidiennement sont souvent pauvres en éléments nutritifs. Une malnutrition qui n'est pas sans conséquences. L'Alliance Femmes et Médias, en collaboration avec l'association Terre des Hommes et UNICEF Guinée, s'engage auprès de la société civile pour mettre tous les acteurs face à leurs responsabilités. La Guinée regorge beaucoup de ressources, et donc des ressources agricoles. Kindia, nous disons tous que c'est la cité des agrumes. Et le constat posé est que nous ne manquons pas d'aliments, mais nous avons une mauvaise utilisation des aliments. Et donc, dans l'idée de notre projet, en tant que composant de la société civile, mais acteur des médias, est d'utiliser nos canaux habituels, notre façon de travailler habituelle, donc les productions journalistiques, les émissions radio et télévision, pour divulguer le mouvement SON, les fondements du mouvement SON, mais aussi pour diffuser les messages sur les bonnes pratiques de nutrition. Selon les statistiques, c'est en Afrique de l'Ouest que les proportions de malnutrition chronique sont les plus élevées, avec 40% en moyenne. Ce partenariat pluriacteur se veut donc préventif par la communication. Le plaidoyer pour nous ne peut pas se faire sans vous les médias et sans les femmes, parce que vous êtes la garantie d'une bonne nutrition de nos communautés. Donc pour moi, la portée de ce plaidoyer, ça ira jusqu'au niveau des ménages, du plus pauvre des citoyens.
Le rôle des médias dans cet appui à la mobilisation sociale est important. La diffusion de messages capables d'influer sur le comportement du gouvernement, les services de santé et les citoyens va être la prochaine étape de ce plaidoyer. La santé toujours, l'hôpital préfectoral de Koundara vient de bénéficier d'un don de matériel sanitaire. Il s'agit d'appareils d'échographie, une ambulance et un groupe électrogène. Ce geste d'un fils du terroir vient renforcer la capacité opérationnelle du personnel de cette structure sanitaire. Younous Atawel Kamara. Ismaël Boiro, un natif de Koundara. Il vit en Allemagne depuis plus de 30 ans. Lors de son dernier séjour au Bayard, il trouve un personnel qualifié à l'hôpital préfectoral, mais limité par le manque d'équipement. Boiro décide alors de mobiliser des matériels sanitaires pour améliorer les conditions de travail à l'hôpital de Koundara. Il s'agit des appareils d'échographie, une ambulance et un groupe électrogène de 40 kVA. Je vais aussi chercher à vous encourager. Moi, de mon côté, comme j'ai commencé, je continuerai comme ça. Je continuerai comme ça parce que je suis d'ici et je vois les conditions dans lesquelles sont les hôpitaux et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est la raison pour laquelle je suis sincèrement très motivé et je continuerai sur le même chemin comme j'ai commencé. Sentiment de grande joie pour moi, dans la mesure où depuis un bon moment, il y avait plusieurs appareils médicaux techniques qui ne marchaient pas, plusieurs équipements médicaux techniques, parce que le grand groupe électrogène de 45 kVA qui les faisait fonctionner est tombé en panne depuis 2 ans. Donc la radio ne marchait pas, le fauteuil du cabinet dentaire, les lampes cialytiques, etc. Donc toutes ces activités encore vont reprendre dans cet hôpital. La présence de ces équipements est un véritable ouf de soulagement pour le personnel de l'hôpital préfectoral de Koundara. Le système éducatif veut pousser les enseignants à entrer totalement dans l'univers des technologies de la communication. 50 cadres de l'enseignement supérieur sont en session de formation. À terme, ils sont appelés à former d'autres chercheurs qui, à leur tour, devront faire pareil. Saliouba, Francis Collier. C'est une avancée dans la modernisation du système d'enseignement supérieur et de la recherche en Guinée. Durant 10 jours, 50 enseignants venus de plusieurs institutions d'enseignement supérieur seront outillés à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement, la recherche et la publication d'œuvres scientifiques. Il y a eu plusieurs échanges avec eux et c'est donc comme un accord que nous nous sommes dit, pour ne pas rester dans un secteur exclusivement privilégié, que ce soit par exemple la médecine ou l'économie, et si on essaie de faire un vernis niveau pédagogique, donc à toutes les composantes de l'éducation, tous les modules. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il fallait peut-être les aider à utiliser les méthodes qui sont utilisées par toutes les autres universités et diffuser davantage. Cette formation vient à point nommé parce qu'elle va nous permettre d'améliorer la production de contenu. L'objectif, c'est comment améliorer la présentation des enseignants, comment faire en sorte que le cours soit beaucoup plus interactif. Et dans un contexte de LMD, il le faut pour encourager les jeunes à aller chercher l'information là où il le faut. Cette formation devrait permettre aux enseignants-chercheurs guinéens de concevoir des cours interactifs, mais aussi de publier en ligne le contenu de leurs recherches. L'initiative vise la qualification de l'enseignement supérieur guinéen. Les enseignants partiront avec des outils qui leur permettront de modifier, d'améliorer les contenus de leurs cours et de permettre aux étudiants d'accéder à des cours améliorés, à des cours qui vont, comme on l'a dit, renforcer, permettre de développer leur autonomie d'apprentissage. À l'issue de cette formation, les bénéficiaires vont former d'autres enseignants à l'utilisation au quotidien des technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement et la recherche. La Cour constitutionnelle, en application des dispositions de l'article 36 de la Constitution, informe les personnalités concernées par le dépôt de la déclaration sur l'honneur des biens que le délai de rigueur de réception des déclarations initialement fixées au lundi 18 janvier 2016 est prorogé jusqu'au jeudi
18 février 2016 à 16h30. La commission instituée par le communiqué numéro 001-2016 reste compétente pour recevoir les dites déclarations. Elle siège à 2 membres au moins, le président Khalifa Sall. La CENI tire les leçons de la présidentielle passée. L'institution a organisé un atelier national pour capitaliser les acquis de ce scrutin. Atelier à l'intention des coordinateurs des antennes électorales. Makemed Ozo. Les coordinateurs des antennes des 38 circonscriptions électorales du pays s'engagent devant la CENI dans l'organisation des élections locales. Ils se disent motivés à travailler en toute transparence pour le maintien de la quiétude sociale. À chaque fois qu'on se retrouve, qu'on définit qu'est-ce qu'il faut passer, c'est de nouveau. Et surtout, vous savez, des élections communales, c'est des élections très compliquées, très compliquées, parce que tout doit se faire sur place. C'est ainsi que maintenant, une synergie d'action, on a déjà mis un cadre de concertation qui sera pérenne et qui sera permanente, même avec la société civile et avec aussi les partis politiques. Pour les partis politiques et les autres acteurs, la mise en pratique de ces théories va crédibiliser davantage les consultations communales et communautaires. Si la CENI prend toute cette responsabilité pour écouter tout le monde et tout ce qui a été dans la salle, nous irons aux élections sans problème majeur. On a fait beaucoup de recommandations à la CENI pour pouvoir parfaire au moins les prochaines échéances électorales. Et si ces recommandations sont prises en compte, je pense bien qu'il n'y aura pas assez de frustrés. Ces engagements font suite à la retraite de Kindia, où les acteurs du processus électoral ont durant 3 jours passé au peigne fin tous les contours liés à l'organisation des élections locales. Bandiana, la communauté de Sidikila donne une leçon de développement local. Plus d'1,5 milliard de francs guinéens investis dans la réalisation de quelques infrastructures. Là, on parle d'écoles, de centres de santé et de pistes rurales. L'objectif premier, c'est de promouvoir l'éducation à la base. Ansouman Toumani Kamara. L'investissement bat le record en termes de participation communautaire dans la savane guinéenne. Plus d'1,5 milliard de francs guinéens mobilisés par les populations de Sidikila pour réaliser des infrastructures scolaires, sanitaires et routières. Un bâtiment de 4 chambres pour loger le chef de poste de santé, 2 autres de 8 chambres pour les enseignants, ainsi que des salles de classe pour encourager l'éducation de base dans cette localité aurifère. Je viens de rentrer dans cette école, bien que je suis nouveau, mais dès que je suis rentré, j'ai vu que la communauté a pris avec ses 2 mains les enseignants communautaires. Au primaire, les enseignants communautaires sont payés à 550 000 francs plus un sac de riz par mois. Donc ce n'est pas tous les villages qui peuvent le faire. L'enseignement secondaire bénéficie aussi de l'attention des populations de Sidikila dans Mandiana. 4 salles de classe avec une salle polyvalente, 3 bâtiments pour loger le corps enseignant, ainsi que des bureaux pour l'encadrement du collège. Dans les autres villages, les 10% reçus par l'exploitation artisanale de l'or, d'autres ont détourné et ils ont gâté leur fonds. Mais pour la population de Sidikila, cette contre-part des 10% reçus par l'exploitation artisanale est réalisée. Pour atténuer les effets de l'enclavement de leur localité, les populations de Sidikila, à partir des redevances perçues de l'exploitation minière, ont également reprofilé quelques kilomètres de pistes rurales et construit ce pont de 8 mètres. Suite au président de la République, dont la politique nous a permis d'atteindre ces résultats. Toutefois, nous n'avons pas assez de forages. Notre poste de santé n'est pas équipé et venir chez nous est un calvaire. Après ces investissements importants, les 12 000 habitants de Sidikila espèrent surmonter les défis de la desserte en eau potable et le désenclavement de leur localité. Toutes nos excuses pour la qualité des images. Coopération. La localité de Bodje dans Dalaba va célébrer bientôt ses 16 ans d'amitié avec l'ONG allemande École Solidarité. Une célébration qui va permettre d'évoquer également la victoire de la Guinée sur Ebola. Des ingénieurs et médecins allemands étaient récemment sur place pour le nettoyage de l'hôpital de Bodje. Mamadou Pate Baldé.
C'est pour marquer les 16 ans de coopération avec les populations de Doubodje et fêter la victoire de notre pays sur la fièvre hémorragique à Ebola que s'inscrit cette visite des experts allemands de l'ONG du même nom dans cette localité. Nous montrons avec cet exemple ici, ce modèle que nous avons déjà dit depuis ce temps, que ça doit être un modèle de développement des villages. Et c'est ça notre objectif, que le développement parte à partir du bas, pas seulement dans les grandes villes. Durant leur séjour à Doubodje, ces experts allemands ont mené d'intenses activités en faveur des élèves de l'école primaire, des populations de Doubodje et de nombreux patients en matière de consultation et de traitement gratuit. Nous avons essayé à augmenter le système d'hygiène après Ebola. Je crois que c'est très important, augmenter et stabiliser le système d'hygiène, en mesurer la température avant le patient vient d'ici et après aussi on fait une analyse très exacte. Si un patient a de la fièvre, on met ça sous le pavillon. Si on a apporté les tableaux pour toutes les classes. Auparavant, la mission a rendu une visite de courtoisie au gouverneur de Mamo, entouré de son cabinet, histoire de saluer et de se féliciter de la coopération guinéo-allemande. Environnement, la nouvelle ministre poursuit sa tournée de prise de contact avec les services relevant de son département. Elle s'est rendue notamment à la Brigade verte et à la Direction nationale de l'environnement. Les entretiens ont porté entre autres sur la formation des conservateurs de la nature. Mamadou Alpha Baldé. De nombreux projets sont en cours d'exécution au ministère de l'Environnement. Des projets comme le Fonds vert qui prévoit un appui de 100 millions de dollars aux pays en développement par an, ou encore ceux visant le renforcement de l'adaptation des populations au changement climatique sont évoqués. À ce jour, le programme coordonne 8 projets, dont 2 projets se trouvent actuellement en activité. C'est le projet renforcement de la résilience des moyens d'existence des communautés agricoles des préfectures de Gawal, Koundara, Mali. Nous avons le programme microfinancement du FEM qui appuie les ONG qui évoluent dans le cadre du changement climatique, de la lutte contre la dégradation des terres, des eaux internationales, des substances polluantes organiques. C'est une enveloppe d'environ de 500 000 $ qui sont annuellement alloués aux ONG après une analyse et un choix par un comité de sélection. Nous avons des projets qui sont en naissance. De la Brigade verte, nous sommes à la Direction nationale de l'environnement. Le renforcement de la formation des éco-gardes, la protection des forêts, mais aussi le retour du mois de la forêt guinéenne sont envisagés. Dégager ces priorités, parmi lesquelles il y a la formation du reste du personnel en exercice non formé, en commune de base pour être habillé. Ensuite, les activités régaliennes, le reboisement, et ainsi de suite. Je crois que c'est une très bonne idée. Vraiment, nous saluons et nous avons salué ces promesses. Si ça s'est réalisé, je crois que ça va beaucoup nous aider dans la mise en œuvre des activités et de la mission de la Direction nationale auprès du ministère de l'Environnement. Nous allons essayer de voir comment réveiller vraiment toutes les activités que nous avons qu'on avait l'habitude de mener. Notamment, j'ai parlé de réveiller le mois de la forêt guinéenne, qui avait vraiment une importance capitale parce que c'est quelque chose que nous avons instauré en 2002. Mais après, quand j'ai quitté, ça n'a pas continué. Et c'est ce mois de la forêt guinéenne-là qui prouve que les eaux et forêts sont dans le mois de la forêt guinéenne, c'est-à-dire ils sont dans les activités de reboisement. Il y a les activités de reboisement, il y a les activités d'entretien des forêts classées, il y a aussi la restauration des zones dégradées. Pour le succès de sa mission, Hadja Christine Sagno entend impulser une nouvelle dynamique à l'ensemble des structures du département de l'environnement. Dans le même registre, 80 jeunes reçoivent leur satisfecit en reconnaissance de leur combat pour la sauvegarde de Dame Nature. Désormais, ils s'engagent à protéger l'environnement. La cérémonie de remise à la Blue Zone de Kaloum. Morikaba, Bernard Tonguino.
S'engager pour le climat, tel est l'objectif que se fixe la plateforme nationale des plaidoyers post-2015. Le but est de faire de ces jeunes des acteurs incontournables dans le développement durable pour un environnement protégé. À l'issue d'une formation au premier camp national des climats à Boufa, ces ambassadeurs ont reçu des satisfecits en faveur de leur engagement pour le climat. Le message que nous cherchons à faire passer, il faudrait qu'il existe une éducation citoyenne. C'est pourquoi à travers cette plateforme nationale de plaidoyer, nous voulons que le gouvernement sache que la jeunesse guinéenne est capable de répondre à l'appel citoyen. Les partenaires au développement et l'État s'engagent à soutenir les jeunes ambassadeurs dans leur mission de protection de l'environnement. Je suis venu pour témoigner au nom du chef de l'État, au nom du Premier ministre, notre soutien à cette plateforme, à ces ambassadeurs du climat, pour que vous puissiez effectivement jouer votre rôle d'ambassadeur, d'aller d'école en école, transmettre ce message important à la jeunesse guinéenne que le climat importe, que le climat est extrêmement important et que c'est ce qui peut garantir l'espèce humaine dans les années à venir. Voir que les jeunes sont engagés derrière le climat et le PNUD a pris des engagements pour accompagner les jeunes pour que les engagements pris par la Guinée dans son document lié à la COP, que les jeunes soient accompagnés à exercer l'action au niveau local. Ces ambassadeurs pourront désormais participer à des échanges sur le climat à travers le monde. La littérature et ce nouveau livre désormais disponible, le roman est intitulé La Mission, un ouvrage de 375 pages. L'auteur Khadija Kamara a été présenté par la COFIG et l'Harmattan Guinée. Mohamed III Kamara. Ce roman fiction de 375 pages est axé sur une vie scolaire ambiguë de mademoiselle Yasmine. C'est l'œuvre d'une fille du nom de Khadija Kamara. Cette fleur de la cour des écrivains de notre pays est née à Dakar en 1994. Vous savez que le passage au lycée et au collège est un moment de difficulté pour les jeunes qui les poussent à abandonner leur vie scolaire, notamment les jeunes filles. La mission, c'est l'histoire d'une brillante élève, Yasmine, qui va tomber dans la délinquance inattendue. La dédicace de ce livre a connu la présence de plusieurs grandes figures de la littérature et un soutien fort des femmes de la capitale guinéenne. J'avoue que j'ai parcouru le livre de Khadija en décembre dernier à Paris. Une seule idée m'est venue après la lecture. C'était non seulement celle de partager et de faire partager le contenu profond et instructif de ce livre, mais surtout de faire connaître cette jeune fille, son courage, sa persévérance et surtout ses talents. Khadija est une fière Amazone qui est en train aujourd'hui de vendre cette image de la Guinée. Cette romancière de 22 ans emboîte le pas à Siré Komara, celle qui a été la première Guinéenne à écrire avant 20 ans. Le roman de Khadija Kamara, intitulé La Mission, va faire le tour du monde. Déjà, dans la capitale guinéenne, Khadija continue d'animer des conférences dans des établissements d'enseignement supérieur. Hors de la Guinée, hors de nos frontières, le pape François a exprimé mardi devant le président iranien Hassan Rouhani son espoir de paix au Moyen-Orient à l'issue d'un entretien de 40 minutes au Vatican. Je vous remercie beaucoup pour votre visite, a déclaré le pape. Je vous prie de prier pour moi, cela m'a fait très plaisir de vous rencontrer et je vous souhaite bon travail, a répondu le président Rouhani. Le président iranien a offert un petit tapis tissé de motifs de fleurs aux couleurs vives, spécialité de la ville de Qom au sud de Téhéran, le tapis que vous voyez en image, mais aussi un grand livre de peinture iranienne. On revient sur ce communiqué du gouvernement relatif au respect des mesures de prévention en vigueur contre la maladie à virus Ebola. Le 29 décembre 2015, l'OMS a déclaré la fin de l'épidémie de la maladie à virus Ebola en Guinée. Elle a en même temps insisté sur la nécessité de renforcer la surveillance pendant une période de 90 jours.
Force est de constater depuis lors la réapparition de certaines pratiques à risque, l'abandon du lavage systématique des mains dans les lieux publics et les ménages, le refus de tester les corps des défunts, la non-notification des cas de maladies fébriles. Cette situation expose hautement la population guinéenne à la résurgence de la maladie à virus Ebola, à l'instar de ce qui s'est produit dans les deux pays voisins, à savoir le Libéria et la Sierra Leone. Eu égard aux souffrances causées à notre pays durant les années 2014 et 2015 sur le double plan social, vie humaine perdue, orphelins, veuves, veufs et pèlerinage économique, commerce minier, agricole, le gouvernement guinéen est déterminé à renforcer les acquis de la riposte à la maladie. Ainsi aussi, le gouvernement invite tous les citoyens au respect rigoureux des dispositions suivantes. La pratique systématique du lavage des mains avec du savon ou des produits désinfectants dans les ménages et lieux publics. La notification de tous les cas de maladies fébriles à la formation sanitaire la plus proche. Le test de diagnostic Ebola à tous les corps des personnes décédées principalement dans les préfectures de la Basse-Guinée, de Zérékoré, de Macenta et de Guékédou. L'interdiction de tout transfert de corps d'une préfecture ou commune à une autre sans certificat de transfert délivré par les autorités sanitaires désignées à cet effet. Par ailleurs, le gouvernement invite les leaders religieux à exiger le certificat de non-Ebola avant la toilette funèbre. Les départements en charge santé, sécurité, défense, communication, action sociale, éducation, affaires religieuses, l'administration territoriale et la décentralisation à appliquer et faire appliquer le contenu du présent communiqué Conakry le 26 janvier 2016 signé Mamadi Vula, Premier ministre. Et on se quitte en retenant cette information. Le Sili local s'est qualifié aujourd'hui pour les quarts de finale. La Guinée a battu le Nigeria sur le score de 1-0, but inscrit par Ibrahim Souri Sankon. On a vu tout à l'heure les images fortes de cette qualification. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi.